parce que du coup, moi, j'ai fait notamment des études de sciences politiques, donc c'est vrai que j'avais aussi beaucoup discuté de la question de la Ve République et des problèmes qu'il y avait aujourd'hui. C'est que même si c'est beaucoup dans la pratique, le texte, quand même, de base, introduit certaines choses assez floues, notamment autour de la figure du président de la République et du coup de la figure du Premier ministre aussi, où la réalité c'est que le texte n'est pas tout à fait clair sur qui est chef du gouvernement en quelque sorte. Et donc à partir de là, il y a déjà une sorte de déséquilibre présidentialiste. En tout cas, c'est comme ça que c'est commenté notamment par certains chercheurs et experts un petit peu dans ce domaine-là. Donc il y a déjà des choses en tout cas qui ne vont pas dans la Constitution. Et de toute façon, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que cette Constitution, elle a quand même été faite à un moment particulier. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et il faut aussi avoir en tête, là, avec la Constitution qu'on a aujourd'hui, comment est-ce que ça va se passer si notamment Marine Le Pen est au pouvoir en 2027. Et il y a quand même des choses aujourd'hui dans la loi, dans la Constitution, qui posent certaines questions par rapport à ça. Et notamment si aujourd'hui on trouve déjà que Emmanuel Macron a une pratique autoritaire du pouvoir qui justifie par cette Constitution. Et par exemple, avec le fait aussi que le Conseil constitutionnel, dont on parlera après, par exemple, valide la réforme des retraites, et qu'est-ce que ce sera du coup demain si c'est l'extrême droite qui est réellement au pouvoir? Et donc, moi, je pense que c'est surtout ça le principal souci et ce qu'il faut avoir en tête. Et je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais que déjà à l'époque, Michel Debré disait qu'en gros, la Constitution pouvait être dangereuse aussi en fonction de qui l'exerce. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent par la pratique. Merci. Donc là, sur le rôle du président de la République, Quentin l'a bien rappelé, la Ve République, la 5e Constitution en réalité, a été faite par un groupe d'hommes en fait, et a été ensuite soumise à référendum. C'était en 1958, dans un contexte très particulier quand même. Il faut toujours, et ne jamais oublier ça, c'est qu'on est en pleine guerre d'Algérie, qu'il vient d'y avoir une tentative de coup d'État avorté, et que le général de Gaulle est le sauveur à ce moment-là, garant à la fois de la démocratie et garant, il empêche un coup d'État militaire. Et donc, à ce moment-là, les Français approuvent la Constitution qui leur est soumise, alors même qu'aucun d'entre eux n'a participé à son élaboration et à sa rédaction. Et en vrai, c'est la première fois que ça se passe comme ça. C'est la première fois que une constitution est écrite sans participation de la représentation populaire, sans participation du peuple. Et là, je vais vous rappeler des éléments d'histoire qui vont vous intéresser. Et certains les connaissent certainement déjà. Première République, 21 septembre 1792. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé ici même l'année dernière, de cette Première République. Donc la Convention reçoit un mandat constituant et proclame la Première République. La Deuxième République, elle a lieu, notez bien, toujours dans des moments forts de l'histoire, 4 novembre 1848. Et donc là, c'est une assemblée constituante qui proclame et fait la Deuxième République. Ensuite, on poursuit, c'est le 31 août 1871. Et là, l'Assemblée nationale élue se proclame constituante. Et en 1875, elle fait la Troisième République. On poursuit, avec encore un moment fort de l'histoire, le 21 octobre 1945, l'Assemblée constituante élue fait la Quatrième République qui sera adoptée par référendum. Et donc, c'est quand même la première fois que la réponse à une grosse perturbation dans le pays, on va dire ça comme ça, ou en tout cas une crise de régime, une crise politique, se gère par une espèce de prise de pouvoir, de confiscation du pouvoir au peuple. Alors pour les régimes républicains, oui. Voilà, c'est effectivement pas la même chose pour le cadre impérial, pour le cadre... même le cadre du consulat à la fin du XVIIIe siècle. Mais par rapport à ce que Sophia vient d'expliquer, vous avez entendu les dates. Vous voyez, la Première République, elle dure quelques années à peine. La Deuxième, c'est à peine 4 ans. Alors la Troisième, c'est un peu exceptionnel, mais elle met un peu de temps. Elle met quand même 5 ans à se mettre en place d'un point de vue les institutions, mais 5 ans à mettre en place depuis la défaite contre la Prusse jusqu'aux lois constitutionnelles de février et d'août 75
Donc ces 5 années qui se passent, il y a une difficulté à avoir une culture politique aussi républicaine. À cette époque, les gens ne pensent pas, par exemple, que le vote est quelque chose de normal pour tout le monde. Donc il y a aussi une manière, en fait, d'envisager la culture politique à cette époque qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Alors ça dure, ça finit d'une manière peu élégante en 1940. Et la 4e, elle va vivre un petit peu aussi de façon très très courte, sur 8 ans. La question derrière, elle est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un régime qui dure, ce qui est un avantage? Il y a une double interrogation. Le régime dure. Il faut quand même être satisfait d'un point, c'est que dans notre histoire constitutionnelle, une république qui dure, qui n'obère pas le droit de vote des Français, qui développe malgré tout sur 70 ans, on a vu des droits toujours plus importants, c'est quand même un avantage. Le problème du coup, est-ce que c'est un problème institutionnel? Moi, ma réponse, je vous la donne, c'est qu'aujourd'hui, les institutions de la Ve République vont très bien. Pourquoi? Vous êtes président aujourd'hui, vous arrivez à gouverner, parce que vous avez un lien entre le fait majoritaire, le Parlement, etc. Alors vous êtes le Parlement, peut-être effectivement pas satisfait, et à juste titre, de pas forcément être suffisamment entendu, mais si vous avez la majorité, vous faites passer les lois, regardez le mandat qu'on vient de finir. Si vous avez un budget à voter, vous pouvez le voter. Vous avez le 49.3 qui vous assure, dans tous les cas, un vote d'un budget, à la différence, par exemple, des États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler, les Américains qui arrivent à un moment donné où le plafond de leur dette est atteint, et il faut voter quelque chose. Alors, on n'a pas l'impression de vivre, en tout cas c'est le regard qu'on peut porter dessus, on n'a pas l'impression de vivre une crise des institutions. Aujourd'hui, une loi, vous l'enclenchez à l'Assemblée, vous la faites voter, ça marche, ça passe. Mais le problème, c'est peut-être pas tant l'institution qui valide ça que la légitimité de cette institution. Le problème, il n'est pas tant institutionnel, il est qu'aujourd'hui, vous, moi, une grande majorité de Français, alors pas forcément avec les mêmes idées, mais une grande majorité de Français ne se trouvent pas respectés par les institutions. Pourquoi? Alors ça, c'est peut-être un implicite ou une espèce de psychologie française. On est les rois du changement de la Constitution. On a changé de Constitution 15-16 fois selon les débats des constitutionnalistes depuis la Révolution française. Les Américains, ils en ont une depuis 1787. Autant vous dire que nos débats, ça les fait doucement rire. Et au-delà de cette question, vous vous dites, la Constitution telle qu'on l'a aujourd'hui, elle ne nous respecte pas en tant que citoyens, elle ne respecte pas l'envie peut-être d'implication, de respect, de révocation. J'ai entendu l'idée de mandat révocatoire. Oui, mais en 58, on ne pouvait pas mettre cette idée de mandat révocatoire dans le texte constitutionnel. À la fin du XVIIIe, il y a des constitutions qui l'ont mise. Celle de 1793, jamais appliquée. Mais il y était le mandat révocatoire dedans. Ce n'est pas une nouveauté constitutionnelle française. C'est juste qu'en 58, ce n'est pas envisageable de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on n'envisage pas de remettre en cause un mandat de quelqu'un qui vient à peine d'être élu, alors qu'on sort 15 ans après la Seconde Guerre mondiale et qu'on a besoin de stabilité. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. On a cette stabilité. Il y a quand même, vous connaissez sans doute peu de monarchistes, moi j'en connais pas beaucoup, il y en a, c'est un pourcentage infime, mais il y a quand même peu de personnes qui veulent remettre en cause l'idée républicaine en France. Ça, c'est un avantage. Le problème maintenant, c'est quel type de république on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut une république représentative, où on accepte de transmettre ça, ou au contraire, et je te laisse la parole après, une république où nous tous, on va pouvoir participer plus à la construction des normes qui font notre vie quotidienne. Ce sera le deuxième sujet, mais du coup, Éléonore, le deuxième point qui a été soulevé par toutes les tables, là, c'est la question du vote et de l'élection et de la légitimité finalement des élus quand la participation est faible et quand l'abstention est donc forte. Et parmi les élections les plus marquantes ces derniers temps, il y a eu l'élection exceptionnelle, les élections exceptionnelles de 2020, où pour les municipales, où la participation dans certaines villes ne dépassait pas 20%, et pourtant le vote était validé, les gens étaient désignés. On voit aussi que sur toutes les élections intermédiaires européennes, ce qu'on appelle intermédiaires, justement j'emploie l'expression qu'il ne faut pas normalement, elles sont très importantes ces élections-là, c'est la démocratie locale, territoriale, etc. Mais justement sur toutes les élections qu'il y a entre deux élections présidentielles, on voit aussi une forte abstention. On a parlé du vote blanc et du vote obligatoire.
Oui, alors quelque chose qui n'a pas encore été dit, parce qu'on était plus aussi dans la phase de constat un petit peu, c'est la proposition du droit de vote à 16 ans, notamment, donc ça c'est une revendication historique des mouvements étudiants et lycéens, justement pour étendre le corps électoral, et aussi pour dire que nous aussi on a notre mot à dire, notamment quand même on a généralement la jeunesse qui est très penchée sur le progrès social et qui vote quand même majoritairement à gauche, et pourtant aujourd'hui elle n'a pas le droit de vote. Après, sur la question du vote obligatoire et du vote blanc, c'est vrai que quand on se pose la question de est-ce qu'on rend le vote obligatoire, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en réalité, il y a des pays qui le mettent en application, et ça permet aussi de remettre, je pense, enfin en tout cas à mon sens, le peuple aussi au cœur de la démocratie, en montrant que on a que notre vote, notre voix est légitime. Et ce qui va aussi, à mon sens, avec tout ce qui est révocation des élus, et donc vraiment essayer de remettre le peuple au cœur de la démocratie, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et puisqu'on parlait des institutions, je suis d'accord, hein, c'est vrai que il y a une stabilité et une efficacité des institutions qui en soi est réelle. Par contre, elle se fait au prix de la démocratie. Et donc effectivement, si on peut essayer d'insuffler un petit peu plus de démocratie avec le vote blanc, donc pour le reconnaître, avec le vote obligatoire pour essayer de remettre ça vraiment au cœur des enjeux, ça peut être des possibilités. Après, moi je sais qu'il y a même des débats sur la manière de voter, par exemple, sur le vote en tant que tel, parce que ça fait pas non plus forcément sens. Par exemple, dans la démocratie athénienne, c'était pas forcément le cas, si je me trompe pas. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait remettre en question en termes de pratique, mais toujours à mon sens avec comme fil rouge la question de comment est-ce qu'on fait du coup pour que le peuple s'exprime et surtout que sa voix puisse être prise en compte, ce qui du coup n'a pas du tout été le cas dans le cadre de la réforme des retraites notamment et du mouvement social qu'on est en train de vivre. Merci. Il y avait un autre sujet toujours lié aux élections. Il y avait le fait que, mais tu l'as évoqué en réalité, c'est comment on vote, comment on désigne. Est-ce que c'est un scrutin par liste, une élection proportionnelle ou le scrutin uninominal à 2 tours pour les élections législatives, les élections cantonales. Bon, tout cohabite un peu dans notre démocratie. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, on aura des sénatoriales. C'est intéressant de voir qu'on a des gens qui sont élus par des grands électeurs. On a vraiment un peu toutes les façons de voter qui cohabitent dans la Ve République. Est-ce que tu peux nous dire, ou est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi ça s'est mis en place de cette façon-là, sachant qu'entre-temps, il y a eu des réformes. Ceux qui étaient déjà là en 86 se rappellent qu'il y a déjà eu de la proportionnelle intégrale, je crois. Et ouais, c'est ça en 86. Non, c'était pas. C'est 82 la réforme et 83 les élections. D'accord. Et et puis j'ai une autre question, moi, un peu pour te taquiner là, enfin, ou m'opposer un peu à ce que tu dis. Tu dis la Ve République, les institutions garantissent la stabilité. Pourquoi ? À mon avis, tu dis ça parce que ce que tu veux nous dire, en vrai, c'est qu'elles empêchent le blocage des institutions. C'est ça qui est empêché par la Constitution à l'heure actuelle, puisqu'elle permet, contrairement à d'autres pays qui se sont retrouvés parfois pendant des mois sans gouvernement parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord dans des régimes parlementaires, elle permet, cette Constitution, d'empêcher tout blocage par la décision suprême d'un homme. C'est ça que tu veux dire, quoi. Tu dis, pourquoi il y a stabilité des institutions ? Parce qu'il y a un arbitre autoritaire et arbitraire, les deux, qui décident, il n'y aura pas de blocage, je passe en force. La question derrière, derrière ce non-blocage, est-ce que quelqu'un ici veut mettre en place des institutions qui seraient bloquées facilement et qui ne permettraient pas la mise en place d'un texte juridique quel qu'il soit ? Très facilement ? Mais alors, justement, voilà. De la perte de nos libertés, je pense que l'extrême droite ferait ça très bien, encore mieux que Macron. Alors, moi, je suis contre l'efficacité à tout prix. Je trouve que tu dis, ou vous dites, pardon, bon, que nos droits progressent, etc., etc. Je ne crois pas. Au contraire, pas maintenant,
Pas du tout. On est dans une phase où, au contraire, on est dans une... Enfin, il y a une régression dans tous les domaines, que ce soit du point de vue social, du point de vue de la réforme du travail, la façon dont on traite les immigrés, dont on traite les minorités, etc., etc., n'en finissons pas, dont on fout en l'air les services sociaux, enfin, les services publics. Donc, non, c'est pas vrai, ça va de mal en pis. J'appelle pas ça un progrès du point de vue des droits. Pas du tout. Je disais juste cette phrase, entre 58 et aujourd'hui. Entre 58 et aujourd'hui, enfin, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a eu une évolution des droits. Qu'il y a un changement depuis une quinzaine, vingtaine d'années, il n'y a pas de souci. Mais je parlais vraiment sur le temps long de la 5e par rapport à avant. C'est juste le petit point historique. Mais sur les dernières années, je suis d'accord. Il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer sur l'efficacité. Il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer derrière. Évidemment, les institutions fonctionnent. Mais elles fonctionnent pour ceux qui ont créé, voilà, ceux qui ont le pouvoir. Donc c'est ça qui est compliqué, de se baser sur ça, en les respectant, pour changer quelque chose. C'est ça que je dis qu'il faut des fois s'opposer à cette efficacité. Voilà. Que l'efficacité se fasse au prix de la destruction, en tout cas de la remise en cause des droits fondamentaux, il n'y a pas de souci sur ce point-là. La question, elle est juste sur, à un moment donné, est-ce que le problème, c'est d'avoir une efficacité très très longue ou au contraire une efficacité très courte. On entendait, et ça va faire le lien avec la question du calendrier électoral, on entendait le problème, c'est l'association entre le calendrier électoral des législatives et le calendrier électoral des présidentielles, ce qu'on appelle habituellement la concordance du fait majoritaire. Et bien, donc le président, il a à l'Assemblée nationale une majorité, selon l'expression, à sa botte. Le problème, il serait, est-ce que sur une petite période, un petit peu par exemple à la mode des midterms aux États-Unis, il y a sur un mandat de 4 ans, il y a bien 2 ans où quasiment tout le temps, dans l'histoire du pays, le président avait une majorité pendant 2 ans, une majorité concordante entre au Congrès et lui, son administration, et ça lui permettait de mettre en place les réformes qu'il souhaitait. Et à mi-mandat, il y avait de nouvelles élections sur le tiers notamment de la Chambre des représentants et des sénateurs. Et bien là, il y avait peut-être un changement, et donc le président était derrière obligé sur les 2 années suivantes de remettre en cause quelque chose. Mais il y avait bien au moins une petite période d'efficacité où vous pouvez malgré tout mettre en place, lorsque vous êtes au pouvoir, quelque chose pour lequel vous avez été élu. Mais ça concerne, j'entends la crainte de l'extrême droite, mais ça nous concerne aussi. Si jamais on remporte de futures élections présidentielles et qu'on n'a pas les moyens de mettre en place quelque chose au pouvoir, c'est quand même très perturbant. Quelqu'un veut répondre ? Les institutions permettraient de faire ça. C'est-à-dire qu'on garde la même chose avec d'autres personnes. C'est ça. C'est-à-dire, gardons la 5e et essayons d'avoir un président gauche qui puisse se servir. On a déjà essayé. Alors, on est peut-être... Économique. Il n'y a pas un gros changement. Après, il y a des images qui sont différentes. Il y a un Trump, il y a l'autre, machin, mais Biden, Obama, je suis désolé, c'est pas des gens qui ont fait des gros progrès non plus. Alors, dans leur programme, mais pas dans l'application. On va faire tourner un peu le micro. Oui, bien sûr. Je vois plein de mains se lever là. Allez-y, partagez-vous le micro et on se dit 1 minute par prise de parole. Bonjour. Pour aller dans le sens de ce que dit Georges, en fait, en même temps, on parle de l'outil constituant aux républiques, mais on ne se demande pas qui y profite, en fait. Parce que depuis 1870, l'oligarchie a mis la main sur la République et jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas rendue. Et donc, en fait, bien sûr que ça ne va pas changer puisque ce sont les gens qui décident de nous faire marner, on va dire, comme on disait au Moyen-Âge, qui décident. Donc, quel que soit, si on n'arrive pas à faire une séparation non seulement des pouvoirs, mais aussi de ceux qui donnent les ordres au pouvoir, on sera toujours au même point, révolution ou pas. Donc, il faut faire une vraie révolution et garder le pouvoir. Voilà. C'est une question que j'avais oublié de donner dans le groupe, mais c'est en vous écoutant que ça m'est venu à l'idée. Est-ce que la première question qu'on ne devrait pas poser sur la constituante, c'est la durée du mandat présidentiel? Parce qu'on a 2 fois 5 ans, ça fait 10 ans.
On pourrait faire un slogan « 10 ans, c'est trop ». Parce qu'effectivement, Macron se prend pour le roi au bout de 10 ans. Et avant, on avait 7 ans. Donc, il pourrait très bien y avoir 6 ans. Pourquoi pas 4 ans, comme aux États-Unis, voire 3 ans. Donc, moi, il me semble peut-être que la première question à poser pour une révision constitutionnelle, non seulement à nos amis de la France Insoumise ou de la NUPES, mais à l'ensemble de la population, dans les assemblées générales populaires, etc., c'est sur la durée du mandat présidentiel. Vous voulez quelle durée? Pourquoi pas 3 ans même? 2 fois 3 ans, ça fait 6 ans à la rigueur, 3 ans rééligibles. Donc on pourrait dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, que les gens votent sur la durée par référendum. Ça serait le premier référendum constitutionnel pour changer la Constitution. Derrière, là-bas, j'ai une main, et j'en ai une ici, une là. Et ah oui, je t'ai vu, Gauthier. Si vous vous mettez debout, on vous entend mieux. Hein. Ça porte. Oh, non, ça va. Non, oui, bonjour à tous. Non, c'est parce que je me pose la question quand même en vous entendant. On parle de démocratie, mais moi, il me semble qu'il y a la démocratie bourgeoise. C'est celle à laquelle on est confronté. Et donc, avec effectivement tout le pouvoir et les institutions de la Ve République qui ne sont faites que pour satisfaire les intérêts de la bourgeoisie. On a bien vu dernièrement, bien évidemment. Et en 1789, il n'y avait pas encore le mouvement ouvrier. Il s'est constitué après. Et je voudrais revenir d'abord sur quelque chose que vous avez omis. C'est quand même si elle n'a pas été longue, mais elle a décidé de choses immenses pour la classe ouvrière. C'est la Commune de Paris, qu'elle a été réprimandée et pour cause, et qui avait aussi assemblée constituante à ce moment-là. Et sur la question, après la guerre, comme disait très justement Sophia, moi j'ai appris, parce que la classe ouvrière, le mouvement ouvrier s'est doté d'outils pour la défendre justement, et tous ces droits sur le travail, sur les statuts, les conventions collectives et la sécurité sociale. C'est pour ça que j'y tiens, cette sécurité sociale, parce que je suis aussi soignante, mais pas que pour ça. J'ai appris en militant depuis mes 20 ans qu'en 1945, il y a effectivement eu des mouvements inextricables dans cette France que nous connaissons, que la classe était montée, qu'il y avait des manifestations et des grèves partout, et que De Gaulle, effectivement, comme vous l'avez dit, il a été obligé de demander aide à Debré et tout pour ériger la Ve République. Et il a concédé à la classe ouvrière la sécurité sociale, n'oubliez pas le CNR quand même, et il a concédé à la classe ouvrière la sécurité sociale pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de la Révolution. C'est pour ça que je pense que la Constitution, là, maintenant, elle est importante pour défendre nos droits, comme disait la camarade tout à l'heure, parce que nos droits du travail de tout sont remis en cause. C'est vraiment, on est, comme disait Rosa Luxembourg, c'est socialisme ou barbarie, pour moi, en tous les cas. Merci. Merci. Je vais juste ajouter un point, c'est qu'on a une culture constitutionnelle en France qui n'est pas une culture constitutionnelle des droits fondamentaux. Parce qu'on parle tous là de changer de constitution, mais la constitution c'est juste un document qui a initialement vocation à organiser les pouvoirs publics, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place le pouvoir, est-ce qu'on le délègue ou pas, est-ce que c'est direct ou pas, quelles organisations, quelles institutions on va mettre en place, est-ce qu'on précise les modalités sur le vote, etc. Mais une constitution, historiquement, il y a juste ça dedans. Et c'est progressivement, notamment à partir du 19e siècle, que certaines démocraties, qui étaient à l'époque bien plus avancées que la nôtre, ont mis en place dans ce texte constitutionnel des droits fondamentaux. Alors les grands champions de ça sont les Allemands avec leur loi fondamentale de 1949. Vous vous rendez bien compte pourquoi, après les années de destruction de la République par le nazisme, ils ont voulu protéger au niveau le plus haut les droits fondamentaux. Et tout au long du XXe siècle, il y a une forme de nouveauté qui était de se dire que la Constitution, ça organise pas juste le pouvoir, quel qu'il soit, présidentiel, parlementaire ou autre, mais on va en plus mettre dedans des droits fondamentaux. Alors nous, on ne l'a pas fait en 58, pas fou, parce que pour le coup, c'était De Gaulle qui a choisi ça, mais on l'a fait, et c'est même pas nous qui l'avons fait, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait à partir de 1971. Et à partir de 1971, on a vu notre Constitution devenir un élément de protection des droits fondamentaux. C'est pas important de se dire que la Constitution telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la vit, on dit c'est ce qui défend nos droits, etc.
Oui, mais enfin, jusqu'à 71, la Constitution ne défendait pas les droits tels qu'on l'entend aujourd'hui. C'était le Parlement, c'était l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, peu importe le nom que ça avait. Mais c'est nouveau, ça a 50 ans au fond, cette défense des droits fondamentaux, en France en tout cas, dans la Constitution. Donc c'est vous dire que ça a bien changé la manière dont on perçoit la Constitution désormais par rapport à 58. Merci. Il y avait Gauthier. Alors attends, le micro est là. Gauthier, je t'ai bien en vue. Hein. Oui, on repasse derrière après. Bonjour. Après l'interprétation de la défense des droits, ça on pourra toujours en rediscuter parce que ça reste quand même très vague. Mais de la façon dont c'est exprimé, bon, voilà. Non, moi c'était par rapport à deux points. Poser ton micro comme ça, juste sur ton menton. Voilà. D'accord. Par rapport à deux points qui ont été évoqués, qui me dérangent, c'est en premier lieu l'efficacité démocratique. Ça veut dire la capacité d'un gouvernement à passer ce qu'il a envie de passer, de manière très, très simplement dite. C'est-à-dire qu'à aucun moment on peut dire, la nation peut dire non, ça ne passera pas, et donc on pourrait aussi avoir l'efficacité d'une démocratie en disant non, je suis désolé, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sujet du jour, le peuple n'en veut pas, voilà. Donc je ne pense pas que beaucoup de personnes ont voté pour Emmanuel Macron pour sa réforme des retraites, par exemple. L'efficacité voudrait dire que ça a bien marché parce qu'en fait il est passé, que du coup on a fait passer la réforme des retraites. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, on en avait un peu parlé, je ne sais pas si ça a été évoqué après, c'est la hiérarchisation des thèmes politiques. Et ça, donc, on parle d'écologie, ça passe toujours à la trappe. Est-ce que la réforme des retraites, juste après le Covid, avec la désindustrialisation, pardon, et puis plein d'autres thèmes sociaux qu'on pouvait avoir sur la table à ce moment-là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. À aucun moment, la nation peut dire, là, on a autre chose à faire. Voilà, c'est les deux points. Merci. Merci. Gauthier. Prends le micro. Je la trouve rigide et monolithique. Prends le micro, parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont besoin. Qui m'entendent pas. Là, comme ça, je ne sais pas me servir d'un micro. Donc, je disais, la cinquième, moi, je la trouve rigide et monolithique. Je la trouve pas stable. La preuve, c'est qu'elle nous fait aboutir à une crise politique dont on ne sait pas comment sortir et que ça me paraît pas être une preuve de stabilité. Deuxième chose, quand on parle d'institution, on ne pense que gouvernement, conseil constitutionnel. Mais le peuple, en tant que force institutionnelle, c'est une institution. Et qu'à mon avis, c'est là qu'on doit donner de la stabilité. C'est-à-dire dans le peuple, dans sa capacité à pouvoir intervenir et instituer ce qu'il veut, quand il veut. Et j'avais un troisième point. Oui, c'était sur l'idée de faire une constitution avec plein de droits, etc. Moi, j'ai un peu le sentiment que ça pourrait... on pourrait arriver à une sorte de chantage entre... On a une bonne constitution qui vous garantit des droits, mais en échange, vous vous privez du droit de vous libérer. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est. Ben oui. Alors, comment vous réagissez, Éléonore, sur un sujet qui est, en réaction d'ailleurs à ce que tu dis, tout dépend. La Ve République, la Ve Constitution, elle garantit la stabilité. Il n'y a pas de crise institutionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise de régime. Non, tu dis pas il n'y a pas de crise institutionnelle. Non, tu n'as pas dit cette expression, c'est vrai. Je l'ai interprété comme ça, en disant il considère que les institutions fonctionnent, et tu as même dit elles fonctionnent très bien. Dès lors que les institutions... Ah si, tu l'as dit ça. Oui, voilà, elles sont efficaces. Donc, à partir de là, je dis il n'y a pas de crise institutionnelle. Peut-être que ça ne veut pas dire la même chose. Mais du coup, il y a un sujet, c'est tout dépend entre les mains de qui se trouve la République. Parce que c'est le sujet qui revient, tout le monde en réalité, on se dit que la prochaine fois, on ne votera pas Macron pour empêcher l'extrême droite. Je pense que beaucoup de gens ne voudront plus le faire. Macron ou n'importe quel autre centre-droit, centre-gauche, Édouard Philippe ou que sais-je. Je veux dire, l'argument de faire barrage à l'extrême droite ne fonctionnera plus. Voilà, c'est le sentiment que les gens ont. Donc, tout dépend entre qui tombe la République. Il y a eu une remarque que moi je prends en compte aussi, voilà, qui est c'est une démocratie bourgeoise pour les bourgeois qui satisfait parfaitement ceux qui sont dans des situations bourgeoises finalement, mais le peuple en est. Le peuple n'est-il pas une institution qui mériterait aussi de pouvoir intervenir? Comment tu réagis à ce premier sujet? Ensuite on passe au second.
Justement, je pense que c'est un petit peu ça sur lequel on pourrait aussi essayer d'établir certaines réflexions. C'est comment, du coup, redonner de la place au peuple. Et à mon sens, ça passe pas non plus que par les élections, dans le sens où, déjà, avec le système représentatif qu'on a, je ne sais pas si après on aura un débat aussi sur le système représentatif en tant que tel, notamment... ça avait déjà été critiqué par Rousseau à l'époque, par exemple, si on vote juste une fois, du coup là je le mets aujourd'hui, mais si on vote juste une fois tous les 5 ans, il ne faut pas juste que le reste du temps on soit dans une servitude. Le but c'est quand même que le peuple puisse s'exprimer et qu'il puisse aussi délibérer. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est notamment le fait que le peuple ne participe pas à l'élaboration des lois, ni par ailleurs ne peut pas donner son avis non plus sur les lois, et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et après il y a aussi du côté de la démocratie sociale, où on a vu là que par exemple l'ensemble des syndicats du pays, des syndicats quand même qui sont reconnus aussi par l'État, l'ensemble des syndicats s'est prononcé contre une réforme des retraites, et dans la pratique justement autoritaire aujourd'hui qu'a Emmanuel Macron du pouvoir, leur parole n'a pas été prise en compte, alors que c'est pas juste 5 personnes qui représentent qu'eux-mêmes, c'est des personnes qui représentent l'ensemble des travailleurs. Et du coup c'est ça pareil, c'est pas, au-delà du peuple, c'est aussi les travailleurs en tant que tels, comment est-ce qu'on leur donne plus de place. Donc ça passe aussi au sein des entreprises, et après au sein des services publics aussi, notamment, du coup moi je suis étudiante, et au sein des services publics de l'enseignement supérieur par exemple, aujourd'hui les étudiants ont très peu leur mot à dire sur les décisions qui sont prises, les personnels non plus, et ça c'est aussi quelque chose qui se pose, c'est comment est-ce que du coup on participe à l'élaboration des politiques et à faire en sorte que nos services publics notamment, ils fonctionnent aussi selon la façon dont on les imagine. Et notamment, puisqu'on parlait de la sécurité sociale tout à l'heure, c'est un recul qui a été énorme, qu'il y ait de moins en moins de paritarisme au sein de la sécurité sociale. On a enlevé quand même cet outil-là aux travailleurs et aux travailleuses, alors qu'il avait été conçu justement pour les protéger. Et donc je pense que c'est tout ça aussi auquel il faut réfléchir quand on discute de la démocratie. C'est pas juste les élections une fois tous les 5 ans, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que entre ce temps-là, effectivement il y a des élections qu'on dit intermédiaires, mais au-delà des élections, il faut à mon sens réfléchir à comment, par exemple par des cafés comme là on a, ou par des assemblées au niveau de la ville, etc., comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que le peuple puisse s'exprimer, mais aussi que son avis soit pris en compte. Ça, c'est encore quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui avec, par exemple, moi, du coup, je suis élue dans un conseil qui est consultatif. Alors, c'est bien, par exemple, j'ai voté le budget là, de l'enseignement supérieur en novembre. L'ensemble du conseil, quasiment à l'unanimité, a voté contre. Le budget a été appliqué a priori, et donc ça c'est quand même quelque chose qui manque, c'est le fait aussi qu'on puisse poser notre veto sur des décisions qui sont prises de façon arbitraire et de façon assez unilatérale. C'est intéressant que tu termines là-dessus, parce que ça fait la transition vers une question un peu globale que je voulais poser sur le fait que dans la Ve République, vous avez maintenant compris qu'il y a beaucoup d'articles qui permettent au pouvoir exécutif, donc à la volonté présidentielle, d'imposer sa décision, une sorte d'arbitrage comme ça. Bon, vous avez compris à peu près tous les articles qui lui permettent ça. Il y en a un qui est assez fabuleux, qui est aussi l'article 16, dont on n'a pas encore entendu parler, mais on risque bientôt d'en entendre parler, qui est l'article qui donne les pleins pouvoirs au président. Donc il y a toutes sortes d'articles, je ne sais pas si tu les as repérés, si tu les connais tous, les articles de la 5e Constitution qui permettent ainsi au pouvoir exécutif de s'accaparer la décision de façon arbitraire. Et il y a quand même peut-être 2-3 articles qui parlent du peuple et du pouvoir populaire, mais là, étonnamment, inapplicables. Le référendum d'initiative citoyenne, ne cherchez même pas, on a déjà essayé, c'est de la perte de temps, d'énergie, d'argent et d'illusion. Il y a 2-3 autres peut-être articles que tu as en tête. Je sais que je ne l'avais pas prévenu que j'allais poser cette question, il n'a pas la Constitution sous les yeux, mais il y a quand même un déséquilibre dans le texte constitutionnel entre le pouvoir populaire, l'intervention populaire, et de l'exécutif. Première question. Deuxième question qui fait suite à ce que tu dis, c'est la question du veto. Il n'y a pas de droit de veto populaire. On ne peut pas stopper une décision. On ne peut pas arrêter par une voie légale, on va dire, citoyenne,
la volonté de l'exécutif. La seule façon de l'arrêter, c'est la guérilla, c'est les gilets jaunes qui s'attaquent à l'Arc du Triomphe, on leur fait peur, ils reculent. Mais il y avait aussi le référendum. Et depuis 2005, depuis que le peuple a dit non, mais que les bourgeois ont décidé que ce serait oui, enfin les bourgeois, une certaine oligarchie bourgeoise combinée là, eh bien les référendums, plus. C'est fini. Tu peux nous dire pourquoi? Comment se fait-il que la Ve République efface tout ça? Alors, avant de répondre aux deux questions, il y a une ressource que je voulais peut-être transmettre, notamment sur ce que tu disais. C'est une notion qui est de plus en plus présente, en tout cas dans les débats, alors à la fac et dans le monde de la recherche aussi, mais j'espère que ça va se généraliser un petit peu. C'est la notion de démocratie continue. Et il y a un auteur dont vous avez peut-être déjà un petit peu entendu parler, on le voit à la télé parfois, c'est Dominique Rousseau. On l'a beaucoup entendu là avec la réforme des retraites. Il a écrit un petit texte qui s'appelle 6 thèses sur la démocratie continue. Et c'est ce lien permanent, et justement de dire, il ne faut pas juste qu'on nous demande de voter à un moment donné et qu'ensuite on nous dise c'est bon pendant 5 ans et il n'y a plus rien à faire. Il y a une notion de diffusion de cette culture démocratique parmi, dans le monde étudiant, dans le monde du travail et dans le monde quotidien aussi. Donc ça, une première chose, je voulais faire le lien avec ce que tu disais. Alors, au niveau de l'efficacité, j'y reviens parce que c'était ce sur quoi on parlait tout à l'heure. Lorsqu'ils ont conçu la 5e, tout était fait pour que ça marche. Donc on a effectivement, alors l'article 16 qui est un cadre extrêmement précis, rare, etc. À titre personnel, je pense c'est un article à supprimer, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense qu'on l'instrumentalise un petit peu quand même dans le débat public aujourd'hui. C'est un article qu'on voit pas ou peut émerger, et même au niveau des craintes des constitutionnalistes, c'est pas le premier élément qui ressort. Il y a d'autres réformes de la Constitution plus directes qui sont à venir. Enfin, en tout cas, par exemple, Europe Écologie Les Verts a déposé une proposition de loi en ce sens, ou à l'Assemblée nationale, de suppression du 49.3. Donc ça, vous l'avez sans doute entendu parler, et on l'a répété, on l'a redit en permanence durant la réforme des retraites. C'est cet article qui fait qu'un texte est adopté, il n'est pas voté, hein, le texte de la Constitution, c'est le texte de loi est considéré comme adopté. C'est-à-dire que c'est le seul article de la Constitution qui nous dit qu'une loi est quelque chose qui n'est pas voté par le Parlement. Alors que l'article 24 nous dit la loi, c'est ce qui est voté par le Parlement. Autant vous dire que c'est une forme de schizophrénie complète au sein du texte constitutionnel même. Donc vous avez un vrai problème là de mots, de texte dans cet article 49.3, et c'est un article qui pose complètement problème en termes de responsabilité, surtout quand on voit la tendance au fait majoritaire sous la Ve République. Alors, vous avez aussi entendu parler, alors ça c'était la grande nouveauté, on trouve vraiment, je ne sais pas combien est-ce qu'ils payent les juristes qui réfléchissent à ça à l'Élysée, mais vraiment c'est chapeau, le 47.1. Donc le 47.1 c'est, imaginez simplement, vous dites, on change de budget dans l'année, de la sécurité sociale, il faut faire une petite modification, on a le droit de voter un texte un peu rapidement en fin d'année. C'est l'état d'esprit lorsque l'Assemblée nationale fait cette révision en 1995-96. Et là, l'article, l'instrument législatif du 47.1, il est utilisé pour modifier un aspect central de la vie sociale de notre pays, qui est justement la durée légale, de travail, donc pas la durée légale du travail, mais le temps de travail et donc le droit de départ en retraite. Merci. Et cet usage-là du 47.1, ce n'était pas ce qu'avait prévu l'Assemblée nationale dans les années 90. Là, c'est une vraie distorsion du texte constitutionnel. Et parmi les constitutionnalistes, vous aviez une majorité de personnes qui supposaient que l'article serait, en tout cas que cette interprétation serait retoquée. Rousseau, là, dont je vous parlais tout à l'heure, a clairement dit ça. Il a dit « Je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait valider cet élément. C'est une tromperie par rapport à la nature même de cet article. » Alors c'est peut-être parce que le Conseil constitutionnel, il y a quelqu'un disait au début, ce ne sont pas des magistrats, c'est du copinage politique. On est bien d'accord. Je pense qu'on y reviendra sur le Conseil c'est l'occasion, là. Je pense que là, on peut peut-être un petit exposé de 3-4 minutes sur le Conseil constitutionnel. Ouais. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est une institution très bizarre. On est les rois pour les institutions bizarres globalement. Vous avez des pays où on va mettre en place un tribunal constitutionnel pour vérifier si les institutions qui sont
inscrite dans la Constitution respecte ce texte. Jusque-là, bon, rien de fou. Le problème, c'est que nous, on ne va pas mettre en place une cour constitutionnelle. On va l'appeler conseil. Parce qu'au départ, lorsqu'on crée la 5e, on va dire, OK, il y a le domaine de la loi qui est très limité. C'est-à-dire la loi, elle peut voter ça, 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 ça et ça. C'est l'article 34. Ça, c'est peut-être l'un des plus grands scandales démocratiques de la Constitution. On en parle rarement, mais à mes yeux, c'est l'une des plus grandes limitations du pouvoir législatif. Et vous avez une institution qui peut dire, en fait, là, ce que l'Assemblée nationale elle a voté, ça ne marche pas. Ça ne fait pas partie de la liste des choses que l'Assemblée nationale peut voter dans l'article 34. Donc, on peut le retoquer. Au début, le Conseil constitutionnel, c'est un instrument de police, de répartition des compétences entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Alors, dans les années 70, les années 60 et les années 70, on va nommer des magistrats au Conseil constitutionnel. Des gens qui ont une culture juridique, qui ont lu, qui connaissent la culture constitutionnelle des autres pays. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont réformer un petit peu, changer le rôle du Conseil constitutionnel. 1971, les droits fondamentaux deviennent protégés par le Conseil constitutionnel. 1974, alors là c'est une révision, mais ça va dans le sens de la dynamique, les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel, peuvent dire « Oh, là, ce qui a été voté, ce qui a été décidé, ça ne respecte pas les droits constitutionnels du Parlement, du Premier ministre ou que sais-je. » Donc ça, c'est des progrès, c'est dans les années 70. On a fait la même chose en 2008. C'est la QPC, vous en entendez peut-être sans doute parler régulièrement. Il n'y a plus le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui peuvent le faire, ni les parlementaires, mais vous et moi. Si vous êtes dans le cadre d'un litige au tribunal, vous avez le droit de dire « Pardon, monsieur le juge, mais alors là, la loi selon laquelle vous me jugez, elle ne respecte pas la Constitution. » Et il est possible que cette loi soit retoquée. En tout cas, la disposition législative. Alors le Conseil, on a nommé à un moment des magistrats, il y a eu des avancées. Le problème, c'est que la place du Conseil constitutionnel et les personnes qu'on a nommées, comme on n'attendait pas de ce Conseil que ce soit une cour constitutionnelle, c'est-à-dire une cour de magistrats, justement une cour d'experts sur ces questions-là, eh bien, on y a mis des gens qui connaissaient l'appareil d'État, qui avaient aussi besoin d'une maison de retraite, et c'est quand même l'une des institutions, et ça je le dis, c'est mon sujet de thèse, c'est quand même l'une des institutions où la moyenne d'âge est la plus âgée, au niveau des représentants. C'est pire que l'Assemblée nationale, c'est pire que le Sénat, Alors, clairement, la retraite, là, elle ne s'applique pas dans les mêmes conditions au Conseil constitutionnel, on est bien d'accord. Je vous dirais aussi au passage que la moitié de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel, qui touche quand même 13 000 € par mois, la moitié de cette constitution s'est faite sur un décret, qui est un décret illégal, et qu'une association aujourd'hui, qui s'appelle l'Observatoire de l'éthique publique, cherche à retoquer. Sauf que qui va trancher de cette question ? Le Conseil constitutionnel. Là, je vous laisse voir la boucle qui s'est faite. Il n'y a pas meilleur compte pour adultes. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est qu'on y a nommé effectivement des hommes et des femmes politiques, des directeurs de cabinet, d'anciens magistrats, enfin, d'anciens gardes des Sceaux, pardon, et pas forcément des magistrats. Alors, juste un dernier point sur cet aspect-là. La question des présidents au Conseil constitutionnel, c'est une question qu'on réentend pas mal. Comment est-ce que le président... Voilà. Alors, Sarkozy n'y est plus, Hollande n'y sera jamais, Macron n'y sera jamais. Il y a une forme là, pour le coup, d'habitude, de coutume, qui fait qu'on n'aura sans doute plus d'anciens présidents au sein du Conseil. Je tiens à signaler que, si jamais, en 2027, Marine Le Pen arrive au pouvoir, on sera peut-être bien content d'avoir en capacité d'aller au Conseil constitutionnel, désolé de le dire, mais Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, qui pourraient faire une balance dans certains votes. Alors, j'ai pas dit que c'était un point positif. Il dit que si on est vraiment dans la merde en 2027, peut-être qu'on pourra compter sur les gens qui nous ont mis vraiment dans la merde pour nous en sortir. Non, pourquoi je vous dis ça ? Je vous invite peut-être là sur ce point à une ressource. Il y a une députée européenne, Europe Écologie Les Verts, Gwendoline, qui a commandé un rapport sur l'état de droit. Et notamment, qui a fait un stress test. C'est ce qu'on a fait pour les banques après la crise financière. On a regardé si les banques, elles allaient tenir s'il y avait une crise financière. Bon, là, ils ont fait la même chose avec l'état de droit en France. Ils ont vérifié si jamais il y avait un choc autoritaire en France, si les institutions résistaient, et combien de temps est-ce que les institutions résistaient. Et l'une des hypothèses qui a émergé de protection, c'est cette présence des anciens présidents au Conseil. Alors, voilà, c'est juste en cas de... Bon.
que d'imagination. Dernier élément sur le Conseil constitutionnel. Moi, je suis tout à fait d'accord pour vous dire il faut des gens compétents pour aller au Conseil constitutionnel. Si vous avez envie de bien rigoler, regardez les auditions parlementaires de Juppé, de Jacqueline Gouraud, etc. Des gens qui vous disent « Oh, bah écoutez, moi, j'ai pas vraiment fait de droit dans ma vie, mais je vais apprendre. » Ou Alain Juppé qui dit lors de son audition « Oh, vous savez, moi, j'ai fait du droit constitutionnel. C'était à Sciences Po il y a 40 ans. » Bon, donc c'est pendant les auditions parlementaires quand même, hein, qui mènent ensuite à leur nomination au Conseil. Donc ça, c'est une aberration de ne pas avoir des personnes avec des compétences constitutionnelles. On est bien d'accord. Après, j'entends depuis une heure maintenant l'importance du pouvoir du peuple. Et je suis bien d'accord sur cet aspect et sur la nécessité de nommer des gens qui savent. Pour autant, est-ce que l'expertise constitutionnelle suffit à estimer ce qu'est une constitution ? Ben, à titre personnel, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Regardez en Allemagne, la cour de Karlsruhe, qui est l'équivalent de la cour constitutionnelle, il n'y a que des magistrats. Le problème, c'est que ces magistrats, ils vont faire toute leur appréciation en droit. Et l'Allemagne, elle a eu du mal, par exemple, à relever son plafond de dette ou à permettre au niveau de l'Union européenne de mettre en place des dettes communes. Pourquoi ? Parce que la cour de Karlsruhe a dit « mais non, on juge en droit, on ne juge pas selon une opportunité politique ». Alors, est-ce que plutôt qu'une cour 100% constituée de magistrats, il ne faudrait pas plutôt un équilibre entre une nécessaire compétence, on est bien d'accord, mais aussi, parce que c'est un peu ça la spécificité du droit constitutionnel, c'est pas que du droit. Moi, je ne suis pas prof que de droit. Ça serait très embêtant. Je suis prof de droit, d'histoire et de philosophie politique. Parce que le droit constitutionnel, on ne le comprend pas sans faire et du droit, et de l'histoire, et de la philosophie politique. Et bien, sans doute, les 9 membres du Conseil constitutionnel, il faudrait qu'ils aient ces 3 compétences. Merci beaucoup. C'est quand même assez éclairant. Ça fait 1 heure qu'on discute de tout ça après le petit point de table ronde. Je vous propose de passer à un sujet que vous avez déjà beaucoup commencé à aborder, qui est celui de notre aspiration à une 6e République, qui est le point commun de toute la NUPES. Je rappelle juste en 1 minute, parce que j'ai ça en tête, que la 5e République a toujours été critiquée. C'est pas nouveau. Les opposants à De Gaulle l'ont critiqué. François Mitterrand, en 1965, il écrit un livre, il appelle ça le coup d'État permanent, à propos de la Constitution et du régime mis en place par De Gaulle. Il y a maintenant, attendez que je ne dise pas de bêtises, mais plus de 30 ans, au moins 30 ans, au début des années 90, Jean-Luc Mélenchon crée une association pour la 6e République. Et moi, j'étais au Parti socialiste au début des années 2000. Arnaud Montebourg défendait la 6e République déjà. Je ne sais pas, avec Dominique Rousseau, je ne sais pas comment c'est arrivé à Europe Écologie Les Verts, parce que je n'ai pas la culture historique là-bas. Ça a toujours fait partie, pour le coup, de l'ADN du parti, voilà, qui est un parti principalement fédéraliste. Voilà, oui, c'est vrai aussi. Et du coup, ça c'est un autre sujet, on ne va pas le traiter là. Mais de ce fait, ce n'est pas un débat nouveau, la 6e République. C'est pas voilà la solution à tous nos problèmes, la 6e République. Ça fait très longtemps que des gens contestent le régime autoritaire de la 5e République. Ça fait très longtemps que la question de l'équilibre entre les différents pouvoirs est questionnée et remise en cause. Et c'est vrai qu'un des grands sujets qu'on entend tout à l'heure, mais les mots ne sont pas encore bien posé, donc je vais essayer de le faire, c'est la démocratie, elle est politique. Mais elle est aussi, on est tous d'accord, sociale. Toi, tu es syndicaliste, elle est organisée. La démocratie sociale est également organisée dans notre pays et elle a été la victime d'une réforme importante sous Nicolas Sarkozy qui en a cassé d'ailleurs la représentation, le poids et l'affluence. Et il y a aussi une autre forme de démocratie que tout le monde réclame en disant moi je suis ni dans un mouvement politique ni dans un syndicat, je suis un simple citoyen, je suis un militant associatif et je veux pouvoir m'exprimer. C'est la démocratie citoyenne qui, elle, souvent, son dernier recours pour pouvoir se faire entendre, vous l'avez compris, c'est la rue. La démocratie sociale aussi, d'ailleurs, utilise la rue, la démocratie politique aussi, mais c'est vrai que c'est dans la rue, et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est dans la rue qu'on a vu des citoyens qui n'avaient leur carte nulle part pouvoir enfin occuper l'espace public qu'ils estiment, à juste titre, être le leur. Donc on en arrive à se dire, c'est quoi la 6e République ? Comment on la bâtit ? Comment on fait en sorte d'avoir un meilleur équilibre pour que
les différentes formes de démocratie soient prises en compte, que ça devienne donc une démocratie continue. Je ne connaissais pas, mais du coup, c'est très intéressant. Et se dire, est-ce que le fondement, plutôt que de faire une énième réforme, qui se passerait en congrès à Versailles avec des parlementaires les uns et les autres liés à des intérêts. Je veux dire, voilà, est-ce qu'on a donc des négociations qui ne seraient tout sauf populaires et démocratiques? C'est comme ça que ça se passe. Hein. Si on veut réformer la Ve République, il y a le congrès à Versailles, ils l'utilisent, parce que tout à l'heure je te disais, pourquoi il n'y a plus de référendum? Ils ne veulent pas de référendum. Donc il n'y aura pas de référendum. On pense tous que demain, que ce soit Macron ou quelqu'un de ce bord-là, il réformera la Ve sans passer par un référendum, mais il privilégiera, parce que tout le monde veut en plus convoquer son congrès de Versailles, là, il privilégiera cette voie. Donc, est-ce que la proposition d'une assemblée constituante, ça y est, j'y viens, je le dis, est-ce que l'assemblée constituante n'est pas la seule et unique solution valable pour refonder de façon populaire et démocratique notre régime, nos institutions, et pour réformer en profondeur, intégrer ce qui naît désormais, vous avez commencé à en parler, les nouveaux droits adaptés à notre époque dans un monde, non pas qui change, mais qui risque bien d'aller à sa perte, avec le changement climatique et l'urgence qui se présente à nous autour des biens communs que sont l'eau, la santé, etc., etc. Vaste sujet. Au niveau des nouveaux droits qu'il faudrait mettre en place, c'est vrai que ça a été un petit peu dit tout à l'heure, c'est les droits fondamentaux et comment du coup les protéger en les constitutionnalisant. Il y a déjà la question du droit à l'IVG qui a été posée du coup par Mathilde Panot et le groupe de la France Insoumise NUPES dans la niche parlementaire, qui est quand même un sujet aussi, je pense, qui est très très important. Et de manière générale, comment intégrer peut-être les droits des femmes et des minorités de genre au sein de la Constitution. Là, à l'heure actuelle, on voit quand même qu'il tarde un petit peu déjà à faire rentrer le droit à l'IVG, mais donc c'est pour ça aussi que si on réfléchit à une nouvelle constitution, je pense que ces éléments-là devront être centraux. Et après, effectivement, c'est comment est-ce qu'on donne plus de pouvoir au peuple à travers une nouvelle république. On parlait du coup de référendum d'initiative citoyenne, de manière générale aussi de faire en sorte du coup que les citoyens puissent participer à la construction, voire même à la rédaction des lois. Ça, je sais qu'il y a de plus en plus aussi d'ateliers des lois, je ne sais plus comment c'est appelé exactement, pour essayer de faire participer aussi les citoyens à tout ça. Je pense que c'est des éléments qui sont tout à fait centraux. Après, c'est vrai que il y a des formes de démocratie aussi sur lesquelles je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Par exemple, le mouvement Nuit debout, c'était un mouvement qui avait qui avait fonctionné, mais c'était quand même beaucoup les plus des personnes déjà avec un capital social notamment particulier qui étaient dans ces moments-là et qui se retrouvaient un petit peu finalement entre eux. Et donc c'est justement là l'enjeu aussi qu'on va avoir, je pense, c'est de pouvoir vraiment réunir tout le peuple et faire participer tout le peuple à la construction des lois dans une nouvelle république. Et après, il y a effectivement plein de questions qui se posent et je pense qu'effectivement l'Assemblée constituante est peut-être le meilleur moyen pour pouvoir décider de tout ça. C'est notamment du coup par rapport au vote. Tout à l'heure, on parlait de vote obligatoire, de vote blanc, de vote à 16 ans. Il y a aussi la question du vote des étrangers aussi qui peut se poser. Il y a la question de la règle verte, si on parle effectivement de la protection de l'environnement quand on a une crise climatique qui est aussi avancée que celle-là. Et après, moi, il y a un sujet aussi du coup qui me tient un petit peu à cœur en tant qu'universitaire, on va dire, c'est la question des libertés académiques aussi à constitutionnaliser. C'est quelque chose qui avait été avancé notamment, je crois, par Barbara Stiegler durant la campagne présidentielle, avec l'idée d'inscrire le fait, la liberté d'apprendre, d'enseigner, et du coup, notamment là aujourd'hui, quand on a des libertés, et notamment les libertés donc académiques qui sont autant ciblées, notamment par l'extrême droite, c'est important de pouvoir protéger cela et aussi garantir, à mon avis, donc ça dépasse la Constitution, mais pour tout ça, il faut avoir un système éducatif aussi dans lequel on réinvestit, et je pense que c'est aussi ça qui est important parce que investir dans le système éducatif, c'est aussi investir dans la démocratie après, et ça c'est un sujet sur lequel c'est pas pour rien, à mon avis, si Emmanuel Macron a cassé autant aussi le service public de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est parce que
ça n'allait pas dans son sens, et on voit aussi du coup de plus en plus une sorte de technocratie quand même, une sorte d'oligarchie, voilà, on peut utiliser les termes qu'on veut, avec un régime là qui est de plus en plus isolé et dans lequel du coup forcément les citoyens ont de moins en moins de pouvoir. Bah, moi je voudrais comprendre, Quentin, les raisons. Pardon Marie-Françoise. Je voudrais comprendre, Quentin, les raisons pour lesquelles ton point de vue n'est pas de convoquer une assemblée constituante. Non, mais tu dis il ne faut pas changer de constitution. Tu dis on peut faire dans le cadre de la 5e. Allez. Alors, je vais dire deux choses. Je vais rebondir sur oui, effectivement, à partir du moment où on met en place une constituante, c'est-à-dire on va mettre un autre cadre dans lequel ce qu'on appelle le pouvoir constituant, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde dans la rue, les citoyens, eh bien, mettre en place un nouveau texte constitutionnel sur lequel on va s'appuyer pour construire quelque chose de nouveau. Alors, je reviendrai sur ce quelque chose de nouveau après, parce que au moment où j'étais taquin tout à l'heure sur l'efficacité, c'est le moment où vous avez le plus rebondi, donc je vais être encore plus taquin tout à l'heure. Il y a un aspect, alors chez Europe Écologie Les Verts, l'idée de constituante, elle est actée, elle est dans l'ADN du parti, il n'y a aucun problème sur cette nécessité, à un moment donné, de porter une constituante. Alors, il y a appeler à une constituante et proposer, malgré tout, se positionner un minimum dans cette constituante. C'est quand même deux éléments différents. Je pense que c'est la même chose au sein de LFI. Il y a une ambition de porter une constituante et en même temps quelques propositions phares qu'on a envie que cette constituante porte finalement dans le texte final. Donc il faut bien se positionner dans le débat qui serait initié par cette constituante. Donc il n'y a pas de problème pour la constituante. Les réflexions aujourd'hui à Europe Écologie Les Verts, elles ne sont pas arrêtées sur ce sujet. C'est vraiment du débat constitutionnel en train de se faire. Ça se fait en ce moment à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe NUPES avec Jérémy Jordanov notamment. Il y a Rachel Garrigo dedans, et Elsa Fossi aussi du Parti communiste. La question elle est de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour mettre en place une constituante? Et derrière cette idée, si on répond oui, alors lançons-nous, j'y reviendrai après. Et si on dit non, est-ce qu'on ne propose rien? La position actuelle, en tout cas d'Europe Écologie Les Verts, il me semble, c'est qu'il faut proposer quelque chose malgré tout. Et donc, il y a eu une proposition de loi de suppression de l'article 49.3. Il y a eu une modification aussi de l'article 49.1, une proposition de modification du 49.1. Le 49.1, c'est le gouvernement peut engager sa responsabilité, enfin faire un discours de politique générale et engager sa responsabilité. Ce que propose Europe Écologie Les Verts, c'est doit. Donc par exemple, ce que Elisabeth Borne a fait lorsqu'elle est arrivée en tant que Première ministre, de ne pas aller justement au vote au début sur son discours de politique générale, ça n'aurait pas été possible avec cette modification. Donc la question derrière, elle est de dire, est-ce qu'on ne peut pas, au regard du contexte politique aussi, faire passer, alors certes, une révision seulement de la 5e, mais une réflexion importante. Regardez, en 2008, c'est la dernière grande révision. En 2008, je ne vais pas dire qu'on a tout retourné, mais en 2008, il y a près de 40 articles qui ont été modifiés dans la Constitution. Il y a eu des ajouts, il y a eu des nouveautés. Je pense aux défenseurs des droits. Chez Europe Écologie Les Verts et au Parti Socialiste, il y a aussi une réflexion sur un possible défenseur de l'environnement aujourd'hui, donc une nouvelle autorité constitutionnelle qui viendrait vérifier la bonne application de toutes ces normes environnementales. Donc, il y a tout un ensemble de mesures qui pourraient peut-être passer à travers une révision constitutionnelle. Alors la question, elle est de voir avec qui on peut avoir cet accord, parce que, je suis désolé de le dire, et là c'est la Constitution qui nous bloque, mais si on révise, si on fait une révision, il faut qu'il y ait un texte qui soit voté dans les mêmes termes avec le Sénat. Donc, il faudra trouver un accord sur une révision avec le Sénat. Et voilà, vous êtes aussi quoi que moi. La question, elle est de voir si ça c'est possible. Le deuxième point, donc si on se dit non, la révision ça vaut peut-être pas le coup, etc., on fait une constituante. On est d'accord que si la constituante passe avec un nouveau texte, on accepte ce texte s'il est voté dans le cadre d'un vote tel qu'on l'entend aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, et ça c'est les réflexions qu'on a aussi au sein d'Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que le texte qui aboutit
de cette constituante et un texte qui va, pardon, hein, mais dans notre sens. Ben, je sais pas. Pour sortir de la 5e, il faut franchir cette angoisse, c'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir peur de ce que pense le peuple. Il faut arrêter de projeter sur lui ce qu'on pense qu'il imagine et ce qu'on pense qu'il est. Par exemple, le meilleur argument contre le référendum sur la peine de mort, c'est toujours de dire aujourd'hui, si on fait un référendum d'initiative populaire, les gens vont rétablir la peine de mort. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Et donc, je pense que la 6e République, justement, elle va redonner enfin le pouvoir aux gens et elle va franchir cette étape psychologique et de dire on va demander aux gens ce qu'ils veulent, on va demander aux gens quel régime ils veulent et ensuite nous, en tant que politique, on va s'adapter et on va faire en sorte de faire mieux. Mais je pense qu'il faut le penser dans ce sens-là et pas justement ce côté paternaliste de je sais, je vais te dire ce que tu vas faire et tu verras ensuite ça ira mieux. C'est pour ça. Gaël ? Ouais, ok. Alors je voulais prendre la parole juste avant. Alors, mais je vais raccrocher les wagons, vous inquiétez pas. Ouais. C'est pour réagir parce qu'on est passé au sujet suivant. Oui. Non, mais justement, là, je veux dire, l'ensemble est lié sur cette question de constituante. Enfin, moi déjà, là, on parle entre initiés. Enfin, pour me présenter, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, je suis militant au Parti ouvrier indépendant. On a Europe Écologie Les Verts qui sont ici, la LFI, donc voilà. Au moins, on sait à qui on a affaire. Voilà. Sur la question de la constituante, moi je trouve que ici, et pour être concret, on parle entre initiés. Qui peut nous expliquer comment se met en place une constituante? Qu'est-ce que ça? Et c'est pas pour discuter entre nous, parce que moi j'ai mon idée sur comment se met en place une constituante, mais c'est pour discuter autour de nous et faire avancer ce mot d'ordre. Et qu'est-ce qu'on y met et comment on explique aux citoyens, aux militants, ce qu'est le processus et concrètement ce que c'est une constituante. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Parce que par ailleurs, je trouve compliqué d'expliquer la mise en place d'une constituante ou une révision de la Ve République en se plaçant dans les institutions de la Ve République. Il faut s'en départir. Et pour preuve, et là je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, mais la mise en place de la Ve République en 58 par De Gaulle, je voudrais juste citer 2 points. De Gaulle, quand il met en place la Ve République, il dit « Je veux revenir sur 69 ans de désordre en France. » 169 ans, c'est 1789. Donc, De Gaulle, quand il met en place la Ve République, il remet en cause la Révolution française, il veut repasser à la monarchie. Et donc on est sous une monarchie présidentielle aménagée, notre camarade constitutionnaliste nous l'a bien expliqué. Néanmoins, c'est le pouvoir des puissants sur le peuple. Et remettre en cause la Révolution française, c'est quand même très très fort. Par ailleurs, il faut savoir que quand le Parlement adopte la Ve République, il y a en réserve des commandos parachutistes qui sont prêts à fondre sur Paris par avion pour prendre tous les lieux de pouvoir. Heureusement ou pas heureusement, voilà. Le fait est que le Parlement a donné tous les pouvoirs à De Gaulle et que les parachutistes n'ont pas eu à intervenir. Sachez que ces parachutistes, c'était aussi ceux qui intervenaient en Algérie. Donc, la mise en place de la Constitution de la Ve République, elle n'est pas détachée du tout de la situation politique, de guerre civile en Algérie, de guerre impérialiste contre le peuple algérien et de possibles insurrections en France. Très bien. Donc voilà. Merci Gaël. Non, attends, je finis juste et c'est très très. En fait, très, on très essaye court. de faire tourner la parole. Non. Et De Gaulle veut revenir sur la Révolution française. Macron veut revenir sur le Conseil national de la résistance. Allez, s'il te plaît, Gaël, tu reprends la parole tout à l'heure. Dernier truc, et la Constitution s'est établie sur ces bases que je viens d'expliquer. Dernièrement, au Sénat, a été votée la possibilité d'activer tous les téléphones portables, vidéo et micro pour surveiller l'ensemble des citoyens. Donc là, on voit ce qu'est la Ve République. Merci Gaël, merci beaucoup. Et maintenant, retour à la Commune de Paris. On revient à notre sujet. Élu, mandaté, révocable, payé au salaire d'un ouvrier.
Il faut respecter un peu le thème et faire tourner la parole, s'il te plaît. Allez. Il y avait une personne qui avait demandé la parole derrière pour réagir à la question de Quentin, qui était volontairement provocatrice au sujet de... et qui cherche justement à vous faire participer et réagir. Alors moi, par rapport à ce que tu as dit, moi je trouve qu'au contraire, c'est plutôt le bon moment. Et que dire que c'est le bon moment parce que je crois que... Comme ça ouais. Voilà. C'est plutôt le bon moment parce que je crois que si on n'allait pas dans ce sens-là, si on ne le proposait pas à la réflexion, ce serait encore une fois nier ce qui s'est passé, notamment ce qui s'est passé ces derniers mois, concernant la réforme des retraites. Donc ça me paraît extrêmement important, à l'image de ce qui se passe cet après-midi. Tu dis qu'on est des initiés, je ne me sens pas tellement initiée, moi, tu vois. Voilà. Mais par contre, pour réfléchir et aider à comprendre et à ce que ça bouge, et que enfin ce que nous disons depuis longtemps soit pris en compte. Peut-être qu'il y aura des essais, mais je pense qu'au contraire, c'est le bon moment pour mener cette discussion. Et je trouve extrêmement intéressante l'initiative qui a été prise, notamment par la France Insoumise, de la mise en place de ces cafés populaires, élargis évidemment à la NUPES. Voilà. Merci. Alors ouais, bon, il y a beaucoup de gens qui disent, on nous répond toujours, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment même pour mettre, par exemple, à l'agenda les questions écologiques. Ceux qui veulent les inscrire dans la Constitution, on leur dit, c'est bon, c'est pas le bon moment. Convoquer une assemblée constituante, c'est-à-dire organiser les choses par la volonté populaire, tu l'as bien expliqué. Est-ce qu'on ne prendrait pas un risque, même nous qui sommes plein de bonne volonté, de donner le pouvoir finalement à une France rance, une France droitisée, voire extrême droitisée, qui se retrouverait élue dans cette assemblée constituante et ferait la bascule, et on se retrouverait, nous, avec nos propositions, battues. Eh bien, c'est arrivé, figurez-vous. Donc il n'a pas complètement tort de poser et de soulever la question. Au Chili, ça a été la douche froide. Au Chili, ça a été la douche froide. L'Assemblée constituante, finalement, qui nous avait inspiré. On partageait beaucoup de ces choses-là, mais on pourrait parler de la Tunisie aussi, qui a adopté sa constitution. Finalement, s'est retrouvée avec des islamistes qui sont l'équivalent des fascistes ici, à utiliser tout ça et à prendre le pouvoir. Au Chili, finalement, le référendum a donné quoi d'ailleurs? Elle a été refusée. La constitution, c'était peut-être pas plus mal. Mais enfin, donc, il y a un vrai risque, en fait, sur ce que donne le processus constituant. Parce que le processus constituant, il sera nécessairement corrélé à une situation politique. Et cette situation politique, ce que nous espérons, ce qui est écrit là-dedans, c'est la victoire, à l'époque de Jean-Luc Mélenchon, la victoire de Jean-Luc Mélenchon comme président de la République, une Assemblée nationale majoritairement NUPES, qui à ce moment-là décide de convoquer une Assemblée constituante et vote, soumet un référendum, le peuple dit oui, nous voulons une assemblée constituante, convocation d'élections pour désigner les délégués constituants. Alors, la question, c'est que l'Assemblée définira à ce moment-là comment on désigne les délégués constituants. Est-ce qu'on les désigne tous par un vote, une élection? Est-ce qu'on en désigne un tiers par l'élection, un tiers par le tirage au sort, un tiers par la désignation des partis membres de l'Assemblée nationale, par exemple, pour justement éviter les mauvaises surprises? Mais voilà, ça serait à l'Assemblée nouvellement élue, dans notre idée, et le processus que défend la France insoumise, en tout cas, ce serait... Et la NUPES a signé sur l'Assemblée constituante? Europe Écologie Les Verts, oui, sur l'Assemblée constituante, mais je ne crois pas tous. Moi aussi, j'ai un doute. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'Assemblée nouvellement élue voterait une loi, qui serait ensuite soumise à référendum, pour désigner les modalités de convocation d'une Assemblée constituante. Donc, vous voyez, on parle de processus. Ce n'est pas dring, élection, Assemblée constituante. C'est tout un processus qui permettra ensuite à des délégués constituants de se réunir suffisamment longtemps. Il ne s'agit pas de les réunir 3 semaines, il ne s'agit pas de les réunir 6 mois, il s'agit peut-être de les réunir 1 an et demi pour qu'ils puissent auditionner, rencontrer, organiser des réunions dans tout le pays, dans tous les départements du pays,
pour consulter et élaborer ensemble la loi. On fait le pari dans ce processus-là de la confrontation, la citoyenneté, l'expertise qu'acquerront les délégués constituants à ce moment-là produira le meilleur, notamment pour l'intégration de tous les nouveaux droits. Et là, c'était très intéressant ce que disait Quentin au début sur les droits fondamentaux qu'on inscrit dans la Constitution, mais aussi les droits citoyens d'organisation de la vie citoyenne autour de la démocratie sociale, donc du droit de grève par exemple, qui est constitutionnalisé mais qu'il faudrait peut-être davantage protéger pour en éviter la restriction et ce genre de choses. Donc c'est tous ces sujets-là que les délégués constituants seraient amenés à travailler, peut-être sous forme de groupe de travail, en tout cas en suivant un processus qui pourrait être celui de la responsabilité, c'est-à-dire auditionner, avoir des experts, être accompagnés d'experts. Donc ça veut dire beaucoup de gens qui aideraient les délégués constituants à élaborer un texte sur lequel ils seraient censés tous se mettre d'accord, ce qui n'est pas une mince affaire non plus, ou en tout cas voter à la majorité au final, mais le mieux c'est toujours le consensus, mais ce sera aussi à déterminer. Est-ce que les délégués constituants doivent décider au consensus d'un texte? Peut-il y avoir un droit de veto ou non? Ou est-ce que c'est un texte constituant qui est décidé à la majorité des délégués constituants et ce texte serait ensuite soumis à référendum pour qu'il soit finalement adopté par le peuple et non pas... Donc c'était tout ça le processus constituant. C'est un long processus constituant. Mais il n'est pas effrayant en soi. On l'a fait, voilà. C'est ce que je voulais que tu dises. Tiens, j'en ai un là. Oui, vas-y, excuse-moi. En fait, c'est ce que je voulais dire. C'est la procédure qui n'est pas claire et qui demande à une réflexion dessus. Et juste pour ajouter cette question, est-ce qu'il y a moyen, je trouve que ça manque aujourd'hui, quand on parle de tout ça, justement d'amener sur la table, non pas qu'est-ce qu'on met dans la Constitution, mais comment, quelle procédure. Est-ce que c'est un débat qui est entendable de manière globale, par exemple BFM ou je ne sais pas quel... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce débat-là ou est-ce que c'est trop pointu et en fait ils s'en foutent les gens? Elle est intéressante cette question. Du coup, tu as deux questions sur lesquelles tu dois réagir là. Et après, je passe à Léonard. Oui, bien sûr. Moi, je vais dire non. Parce que je tente d'être pédagogue avec mes étudiants ou ailleurs ou que sais-je. Donc non, c'est pas... En fait, à partir du moment où on va vous dire que les questions constitutionnelles, c'est un truc compliqué, qu'il ne faut pas que vous vous y intéressiez, c'est plié. Au contraire. Alors, mais la démarche derrière, de se dire comment est-ce que justement on peut mettre en place une telle république, donc enfin, peu importe ce qu'elle est, mais comment est-ce qu'on va faire ce qu'elle va devenir ensuite, ben, il faudrait déjà qu'on soit dans un moment où cette notion de 6e République, ou en tout cas de changement constitutionnel, soit bien établie, et que derrière on explique, oui, les choses, c'est tout à fait possible. La question derrière, c'est qui va avoir ce pouvoir. Et c'est là, aujourd'hui, il y a, en tout cas, il y a une réflexion sur quelle méthode on va utiliser, non pas quelle va être la restitution. Et je trouve que là où il y a un problème de compréhension globale des gens, c'est que dès qu'on parle de constituante, on pense, ah oui, moi je pense que ça c'est bien, non, ça c'est bien, et on ne pense pas à, attends, avant de voir ça, comment est-ce qu'on déciderait d'un conseil constitutionnel? c'est ce qu'on m'a reproché à... C'est ce qu'on m'a reproché à juste titre tout à l'heure, au fond, c'est de confondre le point d'arrivée avec le chemin. Et expliquer ce chemin aujourd'hui dans les médias, moi je pense que c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'il faudrait déjà voir ce qu'il est possible de faire. Parce que la mise en place d'une constituante, c'est pas un truc qui est écrit aujourd'hui dans la Constitution. La procédure de révision de la Constitution, c'est une procédure de... Son nom est dedans, de révision. Il n'y a pas dans la Constitution de procédure de changement de constitution ou de régime. Donc si on met en place une constituante, il faut bien que quelqu'un définisse un protocole. Qui Est-ce qu'on ne peut pas partir de, par exemple, du conseil, c'est quoi, pour le climat, le conseil... le Haut Conseil pour le climat? Voilà, c'est ça. Qui, bon, n'a pas été suivi, mais en tout cas, ça a été Ah, un mouvement... la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Et ça a été initié de manière officielle. Est-ce qu'on ne peut pas suivre ce raisonnement-là pour... Je peux te taquiner parce que non, mais
Les conventions citoyennes, il y a en partie un débat, alors moins chez les députés de la NUPES que d'autres, mais il y a plein de députés qui n'apprécient pas spécialement ces conventions citoyennes, parce que c'est une forme et même pour le pouvoir exécutif, c'est une manière de dire, mais non, mais regardez, vous n'avez pas besoin de rediscuter pendant des heures avec des amendements, on a mis des citoyens ensemble, justement, en train de discuter sur ces mesures. Voilà. On est bien d'accord, derrière, il y a un problème d'application des mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on va pas je comprends, tu as plein de questions et je comprends tout à fait. Le point de départ de sa question, c'est est-ce que le processus constituant, c'est-à-dire est-ce que la façon dont on va désigner tout ça, doit pas être au cœur du débat public et est-on en capacité, en mesure de le placer au cœur du débat public, à condition de bien répartir la parole dans les débats? Oui, je pense qu'on peut en discuter et toute forme d'idées que tu proposes là, que tu évoques, que tu vois, qui sont vraiment intéressantes à discuter, savoir pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça sous forme de convention citoyenne, de cahier de doléances. Le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'on le fait. Notre pays a une expérience, je vous ai rappelé tout à l'heure en début, les 4 premières fois, il y a eu des processus constituants, à chaque fois différents les uns des autres. Hein. Mais la différence, et ça c'est historique, c'est qu'on n'est jamais passé d'une république à une autre. Voilà. Et ça, le problème, c'est l'unicité de notre cas actuel. C'est qu'on ne vient pas de subir une période impériale. Ce que nous dit Quentin, c'est qu'il n'y a pas moyen... Sur la nature du régime, j'entends. Quentin nous dit il n'y a pas moyen d'abolir la Ve République dans le cadre de... Dans le texte même. Dans le texte. Donc la seule façon d'abolir la Ve République, il faut l'imaginer. C'est soit un coup d'État par des militaires, des fascistes ou que sais-je, voilà, abolition de la Ve République, et on pourrait établir une 6e par la suite. Soit, nous on espère que ça se passe pas comme ça, c'est comment on met en place l'abolition de la Ve République. Jamais personne ne l'a fait, pour le coup. Alors, jamais personne ne l'a fait. Il y a Macron avait proposé c'est une commission transpartisane sur les institutions, donc un bousin de plus pour réfléchir à une nouveau petit changement annexe. Parce que les changements qui étaient portés par Renaissance, c'est pas du tout les changements, en tout cas, qui sont portés par la NUPES. C'est des choses très limitées, c'est paramétrique et c'est pas ça qui va changer les choses. Mais il faudrait voir aujourd'hui s'il y a peut-être pas... il faudrait regarder d'un point de vue juridique. Là, pour le coup, je ne saurais vraiment pas vous dire. Mais je ne serais pas surpris qu'on puisse passer par une loi organique. Et peut-être qu'une loi organique permettrait de dire le Parlement vote la mise en place d'une institution qui va rédiger le protocole. Alors, nous l'avons fait, nous les Insoumis. Ah ben voilà. Non, nous avons fait ce travail-là. Vous savez que c'est un travail qui a été fait sérieusement, y compris par des constitutionnalistes chez nous. Et l'idée était la suivante, c'était que le nouveau président de la République soumet à référendum un projet de loi convoquant l'Assemblée constituante. Donc ça, c'était ce qui était prévu dans notre calendrier. Donc un projet de loi, c'est forcément quelque chose qui est passé par l'Assemblée nationale. Oui. Ou pas? Oui. Oui, le projet de loi, pour soumettre un texte à référendum, il faut obligatoirement un passage par l'Assemblée nationale, par le Sénat et un vote dans les mêmes termes. Un vote dans les mêmes termes, obligatoirement. Alors ça, c'était pas prévu. Dans tous les cas, il faut un vote dans les mêmes termes, mais derrière, le texte, il est à l'initiative du président, donc c'est bien un projet. Mais il faut qu'il y ait un vote dans les mêmes termes. La seule différence entre le fait que l'initiative elle soit portée par le président ou les parlementaires, c'est que le projet des parlementaires, il peut pas être soumis à référendum. Il est forcément soumis au Congrès, alors que le projet, il est forcément soumis à référendum. Donc voilà, ça c'était la procédure envisagée par les Insoumis. Donc c'est bizarre. Oui, je vérifie parce que là le truc dans les mêmes termes Sénat Assemblée, vous êtes à peu près sûr qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a cette réflexion aujourd'hui aussi chez Europe Écologie Les Verts, que de dire oui, mais si à un moment donné on n'arrive pas à trouver un truc sur les mêmes termes, on va rebuter de nouveau sur un possible changement. Et c'est pour ça que les travaux sur la 6e République ont réouvert aussi à la France Insoumise, où la réflexion se poursuit, notamment parce qu'on veut tirer tous les enseignements de ce qui se passe dans les pays où ils ont eu récemment des processus constituants, parce qu'il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs, donc il s'agit aussi de trouver comment on arrive à organiser cela. Tu l'as très justement rappelé, ce sera la première fois, on
l'espère qu'on le fera dans un cadre pacifique et pas violent. Ça fait bientôt 2 heures qu'on parle, même plus de 2 heures en réalité. Ça fait 2 heures pile. Est-ce que tu avais l'intention peut-être d'une petite conclusion, une dernière intervention? Et puis s'il reste quelqu'un qui veut non pas poser une question, mais dire encore quelque chose, je pense qu'on peut se donner encore un petit quart d'heure pour 2 dernières interventions et si quelqu'un souhaite s'exprimer. Je donne d'abord le micro à Éléonore. Merci. Oui, alors moi je voulais rebondir un peu sur certaines choses qui ont pu être dites et peut-être essayer de proposer une perspective. C'est que là, du coup, on sort d'un mouvement social. Moi, je pense qu'il est plutôt fini avec la date qu'il y a eu le 6 juin. La réalité, c'est que ça va continuer, à mon avis, sous d'autres formes, notamment avec des syndicats, je pense notamment à la CGT, mais qui a bien affirmé un cap très combatif pour les mois à venir. Mais en tout cas, on sort d'une expérience de mobilisation collective. Ça a été aussi la première expérience de mobilisation pour un tas de personnes dans ce pays. Et on sait que les moments de mobilisation, c'est un moment de transformation de soi et un moment de transformation de la société. Donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on ne qu'on ne peut pas forcément prédire jusqu'à maintenant, mais qui vont pouvoir se dérouler. Et donc pour ça, moi je pense que un petit peu, en tout cas nous, ce qu'on se dit dans le milieu étudiant, dans le milieu jeune, c'est que ce qu'on va devoir faire là maintenant dans les semaines et dans les mois qui vont venir, ça va être d'aller convaincre tout autour de nous et finalement d'aller voir le peuple partout où il se trouve. Et donc nous, on va le faire notamment dans les universités, mais même un peu plus largement au niveau de la jeunesse, parce que on est convaincu qu'aujourd'hui, face aux dangers notamment de l'extrême droite, mais aussi face aux enjeux qui sont les enjeux économiques, écologiques, sociaux, il va y avoir besoin d'aller convaincre, il va y avoir besoin aussi d'aller faire tout un travail de conscientisation, et c'est quand même un petit peu la tâche principale. C'est Jaurès qui disait qu'il n'y avait pas de révolution sans conscience. Je pense que du coup c'est important de faire tout ce travail-là et donc de préparer aussi un terreau qui soit fertile pour le jour où du coup on sera encore plus proche de prendre le pouvoir. On l'a vu que on s'est pas passé à loin dans le cas des élections présidentielles, mais au-delà des élections, préparer vraiment même la prochaine mobilisation. Là, pareil, on a une mobilisation qui a été particulièrement historique et où, en fait, dans un autre contexte, si c'était pas Macron au pouvoir, les choses ne se seraient jamais passées comme elles se sont passées. Sous Sarkozy, il y avait des mobilisations qui étaient moins importantes que ça. Il avait reculé, notamment sur le CPE, qui concernait la jeunesse, qui ne concernait pas autant de monde que là, la réforme des retraites. Donc, je pense qu'il y a des... Et c'est pas incantatoire, à mon avis, de dire ça, c'est de faire le travail, du coup, et c'est notre tâche d'aller convaincre tout le monde autour de nous et du coup de construire le rapport de force qui nous permettra après d'appliquer ce qu'on souhaite, de changer du coup de constitution, de pouvoir changer de république et donc de dépasser même peut-être les soucis, on va dire, institutionnels qui peuvent exister. Parce que oui, là, le Sénat, effectivement, ils ne vont pas voter dans des termes pour mettre en place une assemblée constituante, etc. Mais la réalité, c'est que si on arrive à imposer un rapport de force qui les met au pied du mur, je pense qu'on peut aussi arriver à faire des choses. Et donc voilà, moi, je pense que c'est surtout nous, c'est sur ça, en tout cas, qu'on va axer les mois à venir et faire perdurer la mobilisation et faire en sorte, du coup, finalement, que la révolution citoyenne puisse advenir aussi sous cette forme-là. Alors, alors, il n'y a plus de questions, mais vous pouvez faire des commentaires. Allez, commentaires. Il y a un micro, si vous pouvez juste lui passer. Il y a un micro pour le public, le faire circuler. Et après, tu auras le mot de la fin, Quentin. C'était pour dire qu'on a abordé plein de questions, mais la vraie question, c'est comment on change, passer de la 5e, puisque la 5e s'autoprotège. Je voulais poser simplement, ou suggérer, puisque je n'ai pas le droit de poser des questions, est-ce qu'on ne peut pas utiliser, je propose qu'on utilise le référendum d'initiative populaire, où on peut mobiliser 1 million de citoyens pour agiter la question. Parce que de toute manière, on peut dire qu'on veut saisir, que le Parlement se pose la question, fasse un vote sur un changement de constitution, donc sur la fameuse constituante. Comment on pose la question du changement, du passage de la 5e à la 6e? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le RIP, non pas pour la changer, mais pour faire de l'agite-propre, afin qu'avec 1 million de votants, le Parlement soit obligé de se saisir de la question pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour passer de la 5e à la 6e. Est-ce que ce n'est pas une possibilité technique et, je dirais, d'agite-propre pour nous, pour remuer... Moi, je pense que les crêpes, il faut les manger chaudes. Donc, on a eu le grand mouvement de mobilisation sur les retraites. Moi-même, j'étais même en tête de certaines manifs à République. Le premier cortège dans l'avant-dernier manif avec mon mégaphone, j'avais un micro
d'artistes amplifiés avec un Larsen qui est porté à 300 mètres. Bon, ce que je veux dire... non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, quelque part, je me couvre aussi, là, comme ça, on sait que je suis dans la NUPES, au cas où on vient m'arrêter. Mais est-ce qu'on peut se servir du RIP, tout simplement, pour agiter la question, afin que le Parlement se saisisse, puisqu'il n'a pas pu se saisir de la question des retraites, que le Parlement se saisisse de la question, parce qu'il y soit obligé par les citoyens, d'une manière ou d'une autre. Hein, parce qu'on l'affaire La Révolution, quand j'avais 20 ans, ça m'intéressait. Maintenant, je suis un peu fatigué, je cours plus aussi vite qu'avant, hélas. Donc je pense qu'un référendum, un RIP, ça serait peut-être plus sympa et plus facile pour ma génération. Il y avait Georges, s'il te plaît. Il ne faut pas avoir peur de ce qui s'est passé au Chili. Il faut comprendre que là-bas, il y a eu une grande mobilisation populaire avant cette histoire qui ne s'appelait pas une assemblée, ils n'ont pas voulu le nom d'assemblée, et que c'était le moyen qu'ils ont trouvé pour arrêter la mobilisation populaire de proposer une nouvelle constitution. C'est le pacte qu'il y a eu entre la droite au gouvernement, à l'époque, de Piñera, et les gens qui étaient dans le Parlement, pas les gens qui étaient dans la rue. Donc c'était déjà pour freiner quelque chose. Donc il ne faut pas oublier que si après on se plaint parce qu'on a perdu, c'est parce qu'on a démobilisé tout le monde. Et si on ne garde pas une mobilisation populaire, derrière tout ça, ça ne sert à rien. Sinon on fait un truc d'espère, tout le monde s'en fout, mais si on appelle au peuple à faire quelque chose, ben, il faut être là et pas démobiliser. C'est ce qui s'est passé au Chili. Ils ont démobilisé, ils ont dit bon, on est tranquille, on fait un pacte, on a du temps, on fait même pas de temps, parce qu'ils ont mis ça très peu de temps. Tout était régimenté par la Constitution de 82, donc c'était le modèle qu'il fallait utiliser pour les voix et tout ça a été fait de cette façon-là. Bon, ils ont perdu la droite une fois les élections, mais après, ils sont très forts. Tout a été mis en place pour que tout ce qui était dans cette Constitution soit mal interprété. Et une dernière question. Présenter tout à coup, c'est le cas du Chili, c'est différent de la France, hein, évidemment, un grand changement, mais vraiment très très grand, dans une Constitution, et pas faire des points qu'on peut soumettre à référendum avant de faire la totalité, c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'on peut voter pour des choses évidentes qui étaient là. Le droit à l'eau, par exemple, au Chili, il était dans la Constitution. Les gens qui n'ont pas d'eau, ils ont voté contre. Ils auraient fait des choses partielles pour dire ça, droit de la femme, tac, tac. Bon, on est d'accord. Et après, on fait l'ensemble. Peut-être une leçon à retenir. Merci beaucoup, Georges. C'était exactement ce type d'intervention. C'est très intéressant. Le mot de la fin ? Alors, je reste après et on pourra boire un verre sans souci. Il n'y a pas de problème. Oh ben, Sophia répondra comme ça. À propos des crêpes chaudes, c'est Mao aussi qui disait que la soupe chaude, il fallait la manger cuillère après cuillère, au risque de se brûler. Sur cette question des institutions, ça recoupe un petit peu la proposition de faire les choses petit à petit, plutôt que d'avaler le bol de soupe en entier et de se brûler le gosier. Dans cette question, je pense que il ne faudra pas oublier, et je pense que c'est ce qu'on oublie beaucoup, surtout aujourd'hui lorsqu'on entend parler du droit constitutionnel ou de la République, même à la télé, ce que vous retenez de la Constitution, c'est 49.3, 47.1, scrutin uninominal, plurinominal, proportionnel. C'est le concours Lépine de la mesure constitutionnelle. Et derrière, on oublie peut-être le cœur du message constitutionnel. La philosophie. Il y a eu des cafés populaires justement sur ces questions-là. C'est pas un mot qui doit faire peur, surtout à une semaine ou même pas du bac philo. Mais il y a bien une vraie interrogation derrière sur quelle philosophie constitutionnelle on doit mettre en place pour tenir ensemble, parce que c'est ça au fond une constitution, c'est ce qui permet à un peuple de tenir ensemble dans des institutions. Et il faudrait pas qu'on tombe, même nous, dans un débat de spécialité sur des mesures paramétriques ou sur peut-être simplement des aspects techniques, en oubliant et en obérant le côté
presque spirituel au fond de la Constitution, le côté au moins symbolique de la Constitution, et savoir derrière quel symbole on a envie de se réunir. Et peut-être que cette expression démocratie populaire aussi, qui est quand même commune en tout cas aux différentes forces de la NUPES, elle pourrait être, parce qu'elle ne l'est plus, en tout cas au sein de la 5e Constitution, elle pourrait sans doute être le moteur de notre dynamique générale. De dire, vous n'avez pas envie de faire peuple tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, cette notion de démocratie populaire, elle n'est pas dans le texte de la 5e, et en 1958, ils ont quand même été assez fous, ça ils ont réussi à trancher 150 ans d'histoire constitutionnelle, entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, qui est l'un des grands axes de séparation de la droite et de la gauche, en disant, dans un article, le peuple exerce cette souveraineté de façon nationale, enfin, en associant ces deux expressions de national et populaire dans l'article 3 de la Constitution. Ce qui fait qu'on ne dit rien. Complètement. Et donc, il n'y a pas eu de choix philosophique qui a été fait à ce moment-là, il y a eu un choix d'efficacité, pour reprendre les débats qu'on a eus tout à l'heure. Et c'est la dernière chose que je dirais, c'est sans doute sur cette question donc, de la philosophie constitutionnelle qu'on a envie d'avoir derrière, le texte qu'on portera peut-être, mais surtout sur la manière dont on a envie de le porter, qu'il faudra bien trouver une réponse au plus vite. Merci infiniment à vous deux pour ce moment qu'on a passé ensemble qui était enrichissant. Merci pour l'animation aussi que vous avez apportée qui permet, je l'espère, d'avoir que chacun ait pu s'exprimer et d'avoir eu un véritable échange. C'était l'idée de ce café populaire. Je pense qu'on en organisera d'autres. Je vous invite, alors il y a là-bas quelques livrets, pas en grande quantité, c'est des livrets qui restent de l'année dernière de la campagne présidentielle. Je vous rappelle qu'on avait publié je ne sais plus comment on les appelait d'ailleurs, un cahier. Les cahiers, c'est moi qui ai fait ça en plus, les cahiers de l'avenir en commun, on appelait ça. Et à l'intérieur, il y avait un questionnaire auquel les gens pouvaient participer, répondre et nous renvoyer. Donc, on avait déjà imaginé la participation. On sait que c'est un grand sujet de débat. C'est parti, c'est lancé. Je pense que c'est pas la dernière fois que tu participeras ou que toi, pareil, Éléonore, à des invitations à ce type de débat, à ce type d'échanges qui sont hyper instructifs. On apprend beaucoup. Il y a une volonté politique, il y a une aspiration à la démocratie sociale. Il y a une aspiration de toute une génération à avoir de nouveaux droits fondamentalisés. On dit constitutionnalisés, mais c'est pour les rendre fondamentaux, leur reconnaître leur aspect indiscutable, quels que soient les changements de pouvoir. Et puis il y a il y a l'expertise, il y a le vrai casse-tête des constitutionnalistes, mais pas que d'eux, mais de tous les citoyens qui se disent comment on fait aboutir la loi. Ça fait partie des processus que de faire aboutir la loi, de la faire adopter, de la faire réaliser, mise en œuvre. Tu as parlé à juste titre, et moi-même j'avais prévu une conclusion en ce sens sur l'esprit de la loi, ce qui est un vrai sujet qui est fondamental, c'est-à-dire quand on fait les choses, quand on est législateur, quand on est délégué constituant, quand on imagine la loi, on pense dans un objectif, dans un but, pour quelque chose. Ce qu'on refuserait absolument quand on est législateur, c'est qu'elle soit utilisée par d'autres d'une autre façon, ou que parce qu'elle a été mal rédigée, finalement, les juristes ne l'appliquent pas. Et c'est vrai que les juges, par exemple, sont là pour appliquer la loi, le droit d'ailleurs, pas la loi, mais appliquer le droit. Et parfois, on a des juges qui disent, écoutez, l'intention du législateur devait être celle-ci, certainement, mais compte tenu de ce qui est écrit, c'est compliqué. Je vous cite un exemple sur lequel je travaille en ce moment, qui est la loi de 2017 adoptée en France sur le devoir de vigilance des multinationales. Il y avait l'esprit de la loi qui avait été déposé par Dominique Potier, un membre de la NUPES. Et les juges, depuis 6 ans, sont devant une espèce de casse-tête où ils se disent cette loi est inapplicable parce que on ne sait pas comment la mettre en œuvre. Donc les juges renvoient un peu, traînent et attendent de voir si le droit évolue, c'est-à-dire si la loi évolue pour qu'ensuite eux puissent l'appliquer. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Tout ça, c'est des débats très, très importants. Rappeler le sens politique, la décision politique, le fait qu'il va falloir choisir et trancher sur cette 6e République. Pour cela, il faut aller convaincre. En effet, il faut gagner des élections. Et c'est très important qu'au sein de la NUPES, on puisse en discuter, échanger avec nous, se convaincre aussi d'aller ensemble vers quelque chose qui est notre but commun. Merci infiniment à chacun d'entre vous, Marie-Françoise, Sophie, Léa,
Olga et tous les amis qui ont mis en place aujourd'hui, Guillaume, qui ont installé ce ami, évidemment, il ne faut jamais citer de nom, parce qu'après, vous voyez tous les visages de tous ceux qui ont participé à la mise en place, à la déco, à l'organisation. Merci infiniment. Merci à nos intervenants.